Nous sommes au 11e Assise des Mickey et puis on est en compagnie du professeur Xavier Buterne du CHU de Nice. Bonjour. Xavier Buterne, vous venez de débuter avec une grande conférence, c'est 11e Assise des Mickey, par une conférence sur l'alimentation. Alors ça, c'était une conférence qui était quand même très attendue parce que ça intéresse aussi bien les gastro-entérologues que les patients. Alors dites-nous un petit peu quel a été le contenu de cette conférence. Vous avez commencé d'abord par faire un grand balayage de la littérature pour voir un petit peu quelles étaient les évidences en termes d'alimentation dans les Mickey. Oui, alors je pense que moi j'étais très content quand on m'a proposé cette conférence parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore suffisamment abordé. Parfois, plutôt en fin de consultation, plutôt le patient sort, on dit au fait qu'est-ce que je peux manger, etc. Je crois que c'est vraiment très très important qu'on accompagne les patients dans une alimentation parce que les liens entre l'alimentation et les maladies inflammatoires intestinales, qu'elle soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, sont quand même assez évidents sur le plan épidémiologique. Alors, donc il y a un mode alimentaire qui favorise quand même la survenue de ces maladies avec chez des gens prédisposés génétiquement. Ce mode alimentaire, c'est une alimentation peut-être plus pauvre en fruits et légumes, plus riche en protéines animales et peut-être l'alimentation de la période clé charnière un petit peu de l'adolescence a un rôle important. Donc du coup il y a un certain nombre de conseils alimentaires qu'il va falloir donner aux patients et peut-être c'est l'occasion quand on démarre une maladie inflammatoire intestinale d'essayer de changer son alimentation. Alors il faut faire attention parce que on trouve un petit peu de tout sur internet, dans les forums, etc. Et il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sont validées, d'autres qui ne le sont pas, des choses qui peuvent être dangereuses, des compléments alimentaires par exemple qui ne sont pas validés et poussés peut-être par des gens qui ont plutôt des intentions mercantiles. Donc il faut être très prudent, il faut toujours essayer d'en parler. Et moi ce que je conseille beaucoup c'est d'avoir une prise en charge peut-être avec une diététicienne au moins une fois pour parler un petit peu de ces choses-là ou avec votre médecin s'il s'estime suffisamment compétent pour le faire. Et puis le suivi en éducation thérapeutique avec des ateliers consacrés à la nutrition me paraît extrêmement important. Puis à côté de ça, il y a finalement la nutrition artificielle, la nutrition entérale qui consiste à exclure l'alimentation totalement dans les formes sévères et dans certaines situations de maladie qui permet de passer des caps et qui est un traitement de choix de la maladie de Crohn de l'enfant qui évite des médicaments qui retentissent sur la croissance, etc. Alors bon, il y a quand même pas mal de papiers et donc de recherches sur l'alimentation dans les Mickey. Contrairement à ce qu'on croit, il y a pas mal de choses qui sont réalisées. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'alimentation sans gluten ? Alors effectivement, il y a beaucoup de publications maintenant. Moi j'ai été étonné parce que j'ai refait le point de la littérature à l'occasion de cette conférence là, dans les semaines qui ont précédé. J'étais étonné de voir le nombre de publications 2016-2017 sur ce sujet. Donc déjà ça c'est voilà. Alors le sans gluten, il est très populaire auprès de certains patients. Aux États-Unis, c'est presque 20% des patients qui ont une Mickey qui mangent sans gluten. D'eux-mêmes, hein, le plus souvent. Hein. Il y a une enquête récente en Suisse où le taux est moins important et de l'ordre de 4 à 5%. Mais globalement, lorsqu'on interroge les patients, ils sont plutôt contents sur les symptômes. Alors, est-ce que c'est vraiment le gluten Le gluten est une protéine et on est allergique au gluten dans une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque, c'est pas du tout la même maladie. Ou est-ce que c'est plutôt des aliments qui sont des aliments qui entraînent des symptômes digestifs qui eux contiennent du gluten et le fait de les enlever améliore et c'est peut-être plus ça et on appelle ces aliments les FODMAPs hein, qui sont des petits sucres qui sont pas très bien absorbés qui arrivent au niveau du côlon et qui entraînent beaucoup des flatulences, des ballonnements et il commence à y avoir des études sur ces régimes entre guillemets où on diminue ce type d'aliments qui pourrait améliorer les symptômes. Il n'est pas du tout clair que ça améliore la maladie en elle-même mais déjà si on améliore les symptômes et si les patients sont contents et qui sont moins ballonnés et moins de diarrhée, ben déjà c'est bien quoi. L'alimentation n'a pas non plus comme prétention de tout guérir, hein, contrairement à ce qu'on peut lire parfois aussi. Il faut faire aussi attention à ça, mais déjà si ça améliore les symptômes, voilà. Donc je pense que c'est très important d'analyser, le médecin doit analyser avec son patient, discuter et voir quelle est la meilleure solution, qui est une solution forcément, je dirais, au cas par cas. Il n'y a pas de recette type. C'est pour ça qu'on ne sort pas, vous voyez, le document miracle en disant voilà l'alimentation des Mickey. Moi j'y crois pas du tout. Et si on fait ça, on est forcément dans une alimentation sanction, hein, qui est une alimentation triste, pauvre, qui ne va pas forcément convenir à beaucoup de gens et qui va enlever tout le plaisir de l'alimentation. Donc il faut faire de l'alimentation finalement son allié et pas son ennemi.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci.